Léa Salamé, votre invitée ce matin est écrivaine et pédagogue. Bonjour à vous Céline Alvarez. Bonjour Léa M- Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs se souviennent de la rentrée 2016 sur Inter où vous étiez venu présenter les lois naturelles de l'enfant, un livre qui est devenu un phénomène, plus de 200 000 exemplaires vendus, traduits en plusieurs langues, où vous racontiez votre expérience avec les enfants à Gennevilliers. Vous revenez aujourd'hui avec un nouveau livre, une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler, toujours aux arènes. Qui avait-il de plus à dire, Céline Alvarez, que vous n'aviez pas dit déjà dans le précédent? Eh bien, entre-temps, il y a eu une expérience qui a été menée avec la ministre de l'Enseignement en Belgique, auprès de 750 enseignants. Donc, c'est une expérience à beaucoup plus grande échelle. Donc ça change vraiment la donne. Et pour moi, ça a été une confirmation de ce qui avait été travaillé à Gennevilliers. Et ça, il fallait absolument que je le dise, que j'en parle. C'est que là, en travaillant avec 750 enseignants, nous n'avions aucun moyen supplémentaire. Et pourtant, nous avons eu les mêmes résultats. Donc, pour moi, c'était une confirmation que c'est vraiment, les résultats tiennent vraiment au levier pédagogique et non pas au matériel utilisé ou à la personnalité ou ma personnalité. C'est vraiment quelque chose qui est réplicable et les résultats ont été flagrants. Et donc ça tient en fait à la posture de l'adulte, la capacité qu'il va avoir à soutenir le développement de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Voilà, qui sont au cœur de votre livre. Les Oui. fonctions exécutives, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont les fondamentaux, les fondations biologiques de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'avant les fondamentaux dont on parle tout le temps, le lire, écrire, compter, etc., qui sont essentiels, il y a d'autres fondamentaux. Il faut avoir la capacité d'apprendre, d'atteindre ses objectifs, de persévérer, de rester concentré, attentif, de rebondir en cas d'erreur, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et quand on soutient ça, eh bien, les enfants, de tout milieu, ça je tiens à le dire, eh bien, se retrouvent en capacité d'apprendre et apprennent très très vite. C'est vraiment ce qu'on a constaté. Ils sont plus calmes aussi et beaucoup plus empathiques. Est-ce que vous avez été jugé? Vous dites les résultats sont très bons, ils étaient spectaculaires. Le CNRS avait validé vos résultats à Gennevilliers tout en C'était pas disant le que c'était... CNRS, hein. C'était une association en parallèle, mais ce n'est pas le CNRS. Et là, vous avez été jugé sur les résultats en Belgique? Il y a eu une association qui a fait un... Non, j'aurais adoré qu'on puisse faire une évaluation, mais pour ça, il faut des moyens. Et là, on n'en avait pas du tout. Moi, j'étais bénévole sur le projet. Et Alors, ce qui vous frappe en premier dans les classes quand vous arrivez en Belgique, c'est que les exercices sont trop faciles. Vous dites le niveau est trop faible et du coup les enfants s'ennuient. On sous-estime l'intelligence des petits. Vous avez rendu donc les exercices plus difficiles. oui, on a sélectionné. Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'en Belgique, il y a vraiment, j'ai trouvé moins de moyens qu'en France dans les classes. Déjà, en Belgique, les enseignants n'ont pas d'ATSEM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide dans les classes, les enseignants sont tout seuls. Voilà. Mais en plus de ça, malgré le fait qu'il y ait peu de matériel dans les classes, on en a encore retiré. On a vraiment été chercher des activités très challengeantes qui allaient justement inviter les enfants à persévérer, à rester concentrés, et pour qu'ils soient motivés à aller jusqu'au bout quoi, de l'activité. Par exemple, Par exemple, alors ça va certainement surprendre, mais on a sélectionné avec les enseignants des puzzles compliqués, même en CP, hein, des puzzles, des Mikado, des jeux de société comme par exemple pour les tout petits des jeux de mémoire, même en CP des jeux de mémoire, certains ne savaient pas y jouer, les jeux de dames, les jeux d'échecs, etc., des jeux de construction aussi, et puis des activités pratiques comme cuisiner, faire ses lacets, ce genre de choses qui invitent, qui engagent véritablement l'enfant en fait dans une activité, qui engagent toutes ses ressources cognitives et qui les muscle. Et en fait, on a été assez radicaux, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, on sait que la recherche le dit depuis longtemps, les fondamentaux, c'est ça, c'est tout ça. Mais comment on fait maintenant en classe pour les muscler, quoi, pour les renforcer? Eh bien, pendant 6 mois, 6, 7 mois, selon dans certaines classes, même en CP, j'insiste, on a fait que ça. On a laissé complètement de côté les fondamentaux tels que lire, écrire, compter, etc. Et puis les enfants, eh bien, au bout de quelques mois, sont passés vraiment. Il y a eu un avant, un après très flagrant constaté par les parents, les enseignants, les directeurs. Les enfants sont passés de difficultés attentionnelles, difficultés de concentration, de motivation, à une extrême envie d'apprendre et une grande facilité à apprendre. grâce à ces jeux. Grâce à... Alors, non pas grâce à ces jeux, mais grâce à tout ce que ces jeux ont sollicité comme tâche chez les enfants. Et C'est avant ça. tout, l'autonomie, qui est capitale Voilà. chez vous, Oui. c'est-à-dire les laisser faire, les encourager à faire tout seul. Oui. Pourquoi c'est si important que ça? Alors, c'est pas important pour moi, hein. C'est vraiment c'est un invariant pédagogique, c'est une loi universelle, hein. Je reprends ce qu'il y avait dans mon premier livre. L'être humain est un être d'action. C'est comme si on se disait, est-ce que c'est important pour vous, Sénat Alvarez, que les enfants parlent le plus tôt possible, le mieux possible, avec des adultes qui parlent, voilà, d'une manière élaborée, sophistiquée, etc. Et vous répondez quoi à ça?
C'est une prédisposition humaine de parler, et c'est l'environnement qui va déterminer la manière dont on pourra parler. Et bien là, c'est pareil. Nous sommes prédisposés à être des êtres d'action, de challenge, de créativité. On a tous les circuits neuronaux pour ça. Simplement, il faut pouvoir les développer. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que tous ces fondamentaux-là, ces fondations biologiques de l'apprentissage, sont développés actuellement dans les familles, principalement parce que l'école, avec son fonctionnement traditionnel, ne peut pas tout à fait travailler Autonomiser. Il faut travailler l'autonomie, donc ça demande à repenser tout le fonctionnement traditionnel, mais on peut le faire, on l'a fait, je l'ai fait à Gennevilliers, on l'a fait en Belgique, c'est possible, sans trop de moyens supplémentaires, et même sans moyens supplémentaires du tout. Oui, parce que là, en Belgique, vous n'avez même pas utilisé le matériel Montessori, ce que vous utilisiez à Gennevilliers. Pas du tout. Et vous dites, ça se fait dans les familles, et vous encouragez à ce qu'on le fasse de plus en plus. C'est-à-dire que vous dites, il faut laisser les petits s'habiller tout seuls, se chausser tout seuls, même s'ils se trompent, même s'ils n'y arrivent pas, même si ça nous prend plus de temps, il faut absolument les laisser faire, c'est ça? En fait, mon message, c'est vraiment, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de très simple, c'est de dire pour deux choses. D'abord, du côté des familles et du côté des enseignants. Du côté des familles, c'est de dire ce que vous avez l'intuition de faire, ce que vous faites assez spontanément finalement, d'accompagner progressivement l'autonomie de votre enfant en étant très présent, puis de moins en moins présent au fur et à mesure. Eh bien, vous avez raison. C'est juste leur dire ce que vous faites déjà, c'est super, il faut continuer. Ça ne se joue pas à plus de choses que ça. Mais si on lui met ses chaussettes alors que lui veut les mettre, ou si on l'empêche de manger tout seul, vous dites que ça brime son intelligence. Oui, si on le fait de manière répétée, ça finit par atrophier en fait l'intelligence, qui ne peut pas se développer. Il faut le savoir, c'est ça. Pour les parents et pour les enseignants, mon message c'est de dire, vous avez des difficultés en classe, parfois c'est difficile, vous avez un sentiment d'impuissance, mais ce n'est pas une fatalité. Simplement, en focalisant notre attention sur ce qui est fondamental d'abord, eh bien tout change. Et en une année, c'est pour ça que j'ai eu vraiment cette envie forte d'écrire ce livre, pour dire, c'est possible. Vous dites la situation est encore aggravée par les écrans. S'il ne fait rien tout seul et qu'en plus on met l'enfant devant un écran, c'est une catastrophe, dites-vous. Catastrophe pour les capacités d'apprentissage. Oui, c'est là où se créent de fortes inégalités, parce qu'il y a les familles où il y a moins d'écrans, on fait attention à tout cela et on accompagne l'enfant, et puis il y a d'autres familles où on a moins le temps, on n'accompagne pas l'enfant, on n'est pas forcément sensible à ces choses-là, et en plus les enfants se retrouvent devant des écrans. Donc c'est vraiment une double peine pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas être actifs, et en plus dans leur passivité, ils sont devant un perturbateur attentionnel qui détraque leur système attentionnel. Vous dites interdiction avant 3 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, mais oui, c'est Boris. Il y a beaucoup d'enfants qui vont se sentir coupables, beaucoup de parents qui vont se sentir coupables. Mais je pense qu'il vaut mieux savoir quels sont les dangers des objets qu'on utilise avec les enfants pour reprendre notre pouvoir, en fait. Avoir la connaissance, c'est par la connaissance qu'on pourra faire les choses. Très important aussi, vous dites l'espace. Les classes sont trop vétustes, trop petites aussi. Vous faites une expérience, notamment dans 2 classes fermées, de 2 enseignantes qui remarquent que les enfants, soi-disant, vont aux toilettes. Oui, c'est ça. Je filmais, parce que donc, sur les 750 classes, je passais mon temps particulièrement dans 3 classes où je filmais, en fait. Je passais mon temps à filmer. Et puis, je voyais les enfants sortir d'une classe. Et puis, je voyais la porte ouverte, et je voyais qu'il se passait des choses dans le couloir. Et puis, ça a duré bonne 20-30 minutes. Et finalement, je m'approche. Et en fait, je vois les enfants dans le couloir qui jettent des petits avions en papier, très calmement. Il n'y avait pas du tout de bazar. Et puis, le premier réflexe aurait été de dire, mais qu'est-ce que vous faites là, rentrez en classe? Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Je me suis retenue et je me suis dit, mais quel message là il nous envoie? C'est quelque chose qu'on sait déjà. Évidemment, être dans une classe de 50-60 mètres carrés, c'est un peu la norme, 60-65 mètres carrés, c'est trop petit pour l'intelligence humaine en plein développement. Donc vous dites, il vaut mieux avoir une grande classe avec 50 élèves que des petites classes avec 15 ou 16 élèves. C'est le contraire de ce que pense Blanquer, de ce que fait Jean-Michel Blanquer. Eh bien là, en tout cas, nous, ce qu'on a fait, disons que ce qui se passe, c'est que là, on essaie d'absorber les difficultés et les contraintes qui nous sont données sur le terrain, qui sont vraiment pas faciles. Et notamment le manque d'espace, le manque d'ATSEM, etc. Et pour le manque d'espace, comment on l'a résolu? Eh bien, c'était simplement en fusionnant 2 classes, et donc 2 enseignants avec un groupe classe de 50 enfants. Toute dernière question, Céline Alvarez. Il y a 3 ans, vous disiez vouloir révolutionner l'école, faire une bombe pédagogique. Jean-Michel Blanquer, alors vous soutenez votre expérimentation. Finalement, il n'a décidé de ne pas reconduire l'expérience. Vous avez démissionné de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas Jean-Michel Blanquer qui a décidé de ne pas reconduire l'expérience. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de l'école française? Pourquoi vous ne faites plus ça à l'école française? Je n'en ai aucune idée. Je suis juste allée en Belgique parce qu'on m'a appelée en Belgique, mais si on me propose en France, je le ferai avec grande joie. Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler, c'est aux éditions Les Arènes. Merci à vous, Céline Alvarez, et belle rentrée à vous. Je ne sais pas si vous faites votre rentrée, mais bonne journée en tout cas. Merci. Merci Léa, à tout à l'heure.